Cathy m'a demandé de traiter la question des nouvelles recommandations et obligations vaccinales pour les professionnels de santé. Euh, Ça a été publié par la Haute Autorité de Santé. Alors, ce sont des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Hein. Ça ne dit pas ce que le gouvernement, le ministère et toutes les institutions décideront. Mais c'est important parce que les autorités sanitaires, en général, s'inspirent des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc, voilà. Donc, vous voyez que ça a été mis à jour en août 2023. Alors, j'ai la petite flèche, oui, en août 2023, et ça concerne les recommandations et obligations vaccinales des professionnels. Il y a deux volets dans leur dossier. Le premier concerne, et volet 1 sur 2, concerne 5 vaccins, et le suivant concernera les 7 autres vaccins. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est extrêmement pénible, surtout que c'est en fait pas très intéressant ce qu'il raconte, hein, mais ça concerne les professionnels de santé, ou comme ils disent, les étudiants et professionnels, moi je vois mal hein, sur mon écran, bon, les étudiants et professionnels de santé des secteurs sanitaires, médico-social et en contact étroit avec de jeunes enfants. Bon, alors vous voyez que déjà là, on a un petit problème parce que plusieurs ministères vont être impliqués s'ils décident d'appliquer les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Le premier volet que je vais discuter rapidement, hein, bien sûr, vous voyez, il y a déjà 5 vaccins. Là, il faudrait une journée entière pour discuter chacun des vaccins, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le domaine scientifique, quelle est l'efficacité démontrée de ces vaccins, quels sont les effets indésirables rapportés par les uns ou par les autres, l'industriel, les autorités sanitaires, le corps médical, ou encore des associations de défense des victimes de la vaccination. Alors, vous voyez, ils vous le disent, évaluer la pertinence des obligations vaccinales. Vous voyez, donc on se concentre hein, sur la notion d'obligation, parce que vous avez bien compris que si on parle que de recommandations, ça veut dire que vous laissez toute liberté à tout le monde de faire ce qu'il veut. Le problème hein, central dans les recommandations de la HAS, c'est où sera l'obligation? Quel vaccin serait susceptible d'être obligatoire? Alors, les cibles concernées, vous voyez, c'est les décideurs publics, hein, c'est un peu vague, ben, peu importe. Et le demandeur, c'est la Direction générale de la santé. Et c'est la Haute Autorité de santé qui rend ce verdict, si je puis dire, sachant qu'il n'y a pas réellement des experts à la Haute Autorité de santé. Et donc, cette autorité, si je puis dire, je mets des guillemets, va faire appel à des experts extérieurs. Et vous voyez que les conflits d'intérêts, ils ont été examinés, puisque ce sont des conflits extérieurs, ce ne sont pas des fonctionnaires obligatoirement, hein, ça peut être des employés de l'industrie, des universitaires, des experts, etc. Mais enfin, il faut faire bonne figure et s'il y avait des fois des conflits d'intérêts, l'HAS prétend qu'elle les a vérifiés et qu'il n'y en a pas. J'ai même pas été vérifié parce que travaillant dans d'autres domaines que les vaccins, et notamment en prévention des maladies cardiovasculaires, je sais bien, je vous donne un exemple pour rigoler comme ça, hein, mais que la HAS en 2017 a publié des recommandations concernant les médicaments anti-cholestérol. Et puis immédiatement, des associations ont porté plainte en disant, mais attendez, là, les 12 experts, sur les 12 experts de la HAS, il y en a 9 qui sont liés à l'industrie des médicaments anti-cholestérol et qui n'ont même pas déclaré leur conflit d'intérêt à la haute autorité. Donc, la haute autorité, on est en 2017, retire toutes ces recommandations concernant les médicaments anti-cholestérol en disant c'est pas grave, on s'est trompé, mais voilà. Et très vite, on va publier de nouvelles recommandations. Et à ce jour,
bientôt en 2024, il n'y a toujours pas de nouvelles recommandations concernant les médicaments anti-cholestérol. Ah ouais, c'est assez extraordinaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé des experts indépendants qui puissent répéter ce que les autres experts très liés à l'industrie des médicaments anti-cholestérol avaient dit. Parce que si vous contredisez complètement votre première version, et c'est la même chose avec les vaccins. Ils ne peuvent pas se contredire d'une version à l'autre. Il faut rester homogène. Et si vous faites une modification, et on va voir que là, il y a quelques modifications, enfin quelques propositions de recommandations, ben, il faut le justifier et il faut le faire avec beaucoup de tact. Voilà. Alors, le premier volet, là, concerne donc un certain nombre de maladies. Elles sont énumérées ici, hein, la diphtérie, le tétanos, la polio, l'hépatite B et la Covid-19. Alors, l'objectif principal de ce premier volet est d'évaluer la pertinence de modifier, supprimer, suspendre, restreindre ou étendre chacune de ces obligations vaccinales. Hein. Ces 5 vaccins sont obligatoires pour travailler dans le système de soins français. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est légitime de modifier ces obligations? Et pour les professionnels de santé, et surtout pour ceux qui vont venir, c'est très, très important. Et on revient là avec la Covid-19, hein, dont le vaccin était obligatoire. Alors, je passe tout de suite au paragraphe, au troisième paragraphe. Hein. Les critères de mise en œuvre d'une obligation vaccinale proposée, blablabla, euh, indique que toute décision de rendre ou de maintenir obligatoire une vaccination pour des professionnels de santé ne doit s'appliquer qu'à la prévention d'une maladie grave. Alors, déjà, vous voyez, on a là un problème. Hein. Qui va décider que telle ou telle maladie est grave? Vous avez vu avec la Covid-19 que certains disent que c'est une maladie très grave et d'autres disent non, c'est une maladie bénigne. Alors, qui va faire l'arbitrage? Bon, alors, maladie grave avec un risque élevé d'exposition pour le professionnel. Donc, ce professionnel, quand il s'occupe d'un patient, est-ce qu'il risque d'attraper la maladie? Vous voyez bien que dans les hôpitaux, par exemple, on prend beaucoup de précautions pour se protéger, que ce soit pour la Covid, comme on l'a vu, ou que ce soit, par exemple, pour l'hépatite. Hein. L'hépatite, on a appris à faire très attention dans les hôpitaux quand on manipule du sang pour ne pas se contaminer. Alors, pour le professionnel, un risque de transmission à la personne prise en charge. Bon, alors, vous voyez, pour qu'un, je prends l'exemple de l'hépatite B, hein, mais pour qu'un professionnel transmette l'hépatite, le virus de l'hépatite à un patient dont il s'occupe, je ne sais pas, je sais pas comment il faut faire, vous voyez, mais comme c'est une transmission essentiellement par le sang d'une personne à l'autre, c'est quasiment impossible. Encore là, on peut discuter, vous voyez, la diphtérie, est-ce que moi, qui ai la diphtérie, je peux le transmettre à mon patient? Bon, et pour laquelle existe un vaccin efficace. Et là, on arrive face à un problème majeur. Qui décide qu'un vaccin est efficace ou pas? Quelle est la méthode utilisée? Oui, là, c'est toute la médecine des vaccins qui est concernée. J'ai écrit près de 12 livres sur ce sujet. Euh, qui décide, qui fait l'arbitre pour dire ce vaccin est efficace ou pas? Est-ce que c'est le ministre, le sous-ministre? Est-ce que c'est, vous voyez, est-ce que c'est un expert payé par l'industrie? Est-ce que c'est un vieil universitaire de l'archéologie médicale qui vit avec telle et telle idée depuis le milieu du XXe siècle? Ouais, c'est bon. Alors, un scientifique comme moi, il y a là des critères très stricts. Et on a vu que dans la médecine des vaccins, ces critères très stricts d'évaluation de l'efficacité d'un vaccin ne sont pas respectés. C'est aussi simple que cela, mais c'est inadmissible de dire une chose pareille face à un ministre ou à un sous-ministre ou à un universitaire qui, depuis 30, 40 ans, dit qu'il faut vacciner contre telle ou telle maladie. Vous voyez que là, c'est plus un problème de conflit
entre tel professeur marseillais, tel professeur parisien et tel académicien ou tel ministre ou sous-ministre, hein, parce que ceux qui, pendant la Covid-19, ont trouvé bizarre les recommandations et la façon de procéder des autorités sanitaires, le professeur Raoul, par exemple, c'est quelqu'un qui a préconisé la vaccination quasiment pour tous les vaccins. Vous voyez, donc, vous voyez, le conflit, il se déplace à un autre niveau. On peut être un réfractaire, un hésitant ou un sceptique, et puis ne pas être un scientifique. Et donc, alors là, on demande à qui son avis pour décider si le vaccin contre la polio ou le vaccin contre la diphtérie est efficace ou pas. Bon, alors, vous voyez, c'est compliqué tout ça, hein. Alors, je ne vais pas vous répéter ce que tout le monde sait, hein, concernant les différents vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la polio. En fait, nous n'avons plus de vaccins isolés. On a des vaccins seringues qui contiennent plusieurs vaccins, 4 ou 5. Mais par exemple, pour les bébés, on utilise des seringues qui contiennent 6 vaccins, hein, les vaccins hexavalents, hein. Euh, je les ai décrits dans différents bouquins, peu importe. Pour le vaccin contre l'hépatite B, bah, en général, il est inclus dans les vaccins hexavalents, mais on a des versions où il n'y a que le vaccin contre l'hépatite B. Et puis, bon, bah, contre la Covid-19, vous connaissez l'affaire, on a des vaccins, en France en tout cas, on a des vaccins à ARN messager et puis des vaccins qui contiennent des protéines qui sont en fait des protéines appartenant au virus du coronavirus. Bon, là, je ne suis pas là pour parler de, de la Covid spécifiquement, mais je passe à la section suivante. Hein. Dans leurs documents, attendez, là, parce que la flèche ne peut pas fonctionner, je ne sais pas pourquoi. Voilà, voilà. Alors, vous voyez, ils vont rapidement décrire l'épidémiologie des maladies, les couvertures vaccinales, les données d'efficacité, la transmission, les formes symptomatiques, les formes graves, les décès, etc. Ils ont essayé, ils sont sympas, hein, ces experts de ce collège ou de la haute autorité de santé, ils sont sympas, ils ont essayé de faire le travail. Enfin, ça se trouve partout, c'est d'un intérêt douteux. Mais c'est pour ça que je mets blablabla, vous voyez, parce que c'est des banalités sans intérêt, mais bon, on peut penser que c'est indispensable avant de dire quelle est leur recommandation, de faire un petit résumé sur les différentes maladies et les différents vaccins. Alors, je saute à un paragraphe. Vous voyez là, le vaccin inactivé injectable contre la poliomyélite, hein, c'est pas moi qui l'écris, hein, c'est eux. Le vaccin inactivé contre la poliomyélite confère une protection presque parfaite contre la maladie paralytique. Bon, alors, vous voyez, j'ai écrit un livre complet sur diphtérie, tétanos, polio. Moi, je ne sais pas d'où ils sortent cette efficacité ou cette protection presque parfaite. C'est pour ça que j'ai mis oups. Hein. Si les gens qui ont écrit ça sont en face de moi et qu'on sort les documents, les leurs, légitimement leur affirmation et les miens, ouais, on ne sera pas d'accord, hein, ça c'est sûr. Bon, donc là, pour moi, à titre personnel, hein, je ne demande à personne de partager mon point de vue, mais je comprends immédiatement que j'ai affaire à des amateurs. Hein. C'est oser écrire ça à propos du vaccin anti-polio, c'est un peu ridicule. Bon, alors là, pour les autres, vous voyez, bien qu'ils aient prouvé leur très grande efficacité dans la diminution de l'incidence des maladies et leur capacité à induire une immunité de groupe efficace lorsque la couverture vaccinale est suffisamment élevée, le vaccin diphtérique n'empêche pas le portage des bactéries et le vaccin polio inactivé n'est pas une barrière efficace contre la circulation du virus. Ah, ouais, ça c'est assez extraordinaire. Et c'est pas comme ça que je le dirais, c'est pour ça que j'ai mis un oups encore, mais vous voyez, là, ils sont en train de vous dire, sans le dire vraiment, hein, que ces vaccins sont d'un intérêt très minime.
Hein, ça n'empêche pas le portage, donc la transmission. Euh, bon, alors, vous voyez, ils avancent lentement. Pour l'hépatite B, le virus de l'hépatite B se transmet par voie sanguine. Bon, ça, c'est la section blablabla. Et puis, le vaccin de l'hépatite B a été reconnu, alors là, on ne sait pas par qui, hein, comme le premier vaccin, vous voyez, anticancéreux. Alors ça, je l'ai traité dans 2 livres au moins, cette illusion que le vaccin contre l'hépatite B puisse empêcher le cancer du foie, scientifiquement, c'est inacceptable. Hein. C'est une étude en Thaïlande que je cite dans le livre là, que vous voyez. C'est pas vrai. Hein. C'est vraiment une illusion. Bon, mais alors, après, l'efficacité de la vaccination est de l'ordre de 95%. Mais, et la protection est de très longue durée. Vous voyez, je me dis, oups, parce que là à nouveau, la personne qui a écrit ça, si je l'ai en face de moi, je me dis, mais sur quoi vous vous basez pour raconter des choses pareilles? Évidemment, c'est absolument pas euh, légitime d'écrire une chose pareille. Hein. Bon, peu importe. Alors, donc là, on comprend immédiatement que c'est des choses qui ont été écrites à plusieurs reprises dans des documents précédents. Euh, Moi, je ne vais pas plus loin. Je sais là que j'ai affaire à des gens qui ne connaissent pas la médecine scientifique. Bien, pour la Covid-19, vous voyez, j'avance, hein, c'est le 5e vaccin du premier volet. Alors, les caractéristiques de la maladie, je ne vais pas vous les répéter, c'est du blablabla. Et les données d'efficacité sur les vaccins, alors, vous voyez, l'efficacité de la vaccination Covid est importante contre les formes graves et les décès. Non, je n'ai pas des données scientifiques solides permettant de dire une chose pareille, mais ils reconnaissent, mais elle est partielle sur l'infection et la transmission. Partielle, ça veut dire quoi? Vous voyez, partielle, ils auraient pu au moins mettre des guillemets pour qu'on comprenne ce que ça veut dire. Si c'est partiel, ça veut dire que ça n'empêche pas la transmission. Alors, ça dépend des gens, ça dépend des circonstances, etc. etc. Donc, ça, là, je pense qu'il y a un consensus parmi les gens qui ont un peu travaillé sur ces sujets pour dire que, l'efficacité, y compris contre les formes graves, n'est pas démontrée. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une certaine efficacité chez certains patients dans certaines circonstances, etc. Mais sur la base des documents qu'on a, alors on ne peut pas dire que ces vaccins sont efficaces. Et sur la transmission, là, il y a consensus pour dire que définitivement, ils ne sont pas efficaces. Voilà, alors on arrive donc à la conclusion de la HAS, et c'est ça qui intéresse tous les professionnels de santé. Hein. Au terme de son évaluation, je ne sais pas pourquoi ce truc qui. Ah non, c'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc qui me cache là. Bon. Alors, au terme de son évaluation, peu importe, hein, la HAS considère que vous voyez, regardez comme c'est amusant la façon dont il présente. Hein. Il ne faut surtout pas contredire ce qui a été dit auparavant, puisque une administration, par définition, ça ne se trompe jamais. Ça peut d'évoluer, mais s'être trompé à un moment ou à un autre de son historique, c'est inadmissible. Évidemment, une administration, si elle s'est trompée dans le passé, elle risque de se tromper dans le présent et aussi dans le futur. Donc une administration n'admet jamais qu'elle s'est trompée. Mais bon, voilà, ils nous disent que il faut maintenir une couverture vaccinale élevée chez les professionnels, mais en dehors d'une obligation vaccinale. C'est écrit à la fin de la phrase, ça veut dire ben, écoutez, bon, voilà, voilà, la vaccination est fortement recommandée chez les étudiants et professionnels, sauf à Mayotte où elle devrait rester obligatoire. Fortement recommandée, ça veut dire qu'elle n'est plus obligatoire. Ah, écoutez, c'est quand même un progrès majeur. Hein. Vous pouvez désormais aller travailler dans un hôpital, dans une crèche, dans un EHPAD, sans obligatoirement montrer que vous avez la vaccination contre le tétanos, la polio, la diphtérie. Vous voyez, c'est quand même un gain. Pour l'hépatite B, par contre, là, il ne bouge pas. Hein, vous voyez, l'obligation d'immunisation concerne les étudiants et sont maintenus à l'identique. Par contre,
ils ajoutent une obligation pour les professionnels libéraux. Ça veut dire que si vous êtes un médecin généraliste et que vous exercez dans une clinique ou dans votre propre cabinet, désormais, on est susceptible de vous demander d'être vacciné contre l'hépatite B, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Voilà. Alors, pour la Covid-19, eh bien, vous voyez la manière dont c'est présenté. La HAS préconise que soient respectées les recommandations du haut comité, blablabla, sur les gestes barrières. Hein. La vaccination est fortement recommandée, donc elle n'est plus obligatoire. Donc là, c'est une recommandation, hein, ce n'est pas la nouvelle législation. Hein. Donc ça, c'est aussi un gain. Hein. Vous pouvez, professionnels de santé, à nouveau travailler dans tous les hôpitaux, les cliniques, dans tous les lieux où on donne des soins, sans avoir à présenter un carnet de vaccination concernant la Covid-19. Donc ça, vous voyez, ça fait sur 5 vaccins qui étaient obligatoires, eh bien, il y en a 4 qui ne sont plus obligatoires. Alors, est-ce que, à partir de là, bon, par contre, il y a un maintien de l'obligation pour l'hépatite B. Bon, à mon avis, même pour l'hépatite B, ça n'est pas légitime pour toutes sortes de raisons, mais en particulier parce que je n'ai pas d'évidence que cette vaccination soit efficace. Et vous voyez que là, sans le dire, la haute autorité de santé reconnaît que peut-être on a un petit peu exagéré avec les obligations vaccinales. Bon, peu importe, je passe au volet 2, et vous voyez que ça concerne 7 vaccins. Alors, pourquoi ils ont fait un volet 1 et un volet 2? Parce que dans le volet 1, c'était 5 vaccins obligatoires jusqu'à présent, et dans le volet 2, ça concerne 7 vaccins qui ne sont pas obligatoires jusqu'à présent. Hein. Ça fait un total de 12. Vous voyez, il faudrait une journée entière de travail pour analyser chacun de ces vaccins et dire quels sont les arguments pour dire qu'ils sont efficaces, quels sont les arguments pour dire que c'est une maladie très grave qui nécessite blablabla. Vous voyez, c'est impossible. Bon, alors, vous voyez que là, c'est de la part de la HAS des recommandations. Est-ce que ces recommandations doivent être simplement de recommander la vaccination ou de recommander l'obligation vaccinale? C'est grosso modo les mêmes intervenants, les décideurs publics qui vont avoir les conseils de la HAS. Le demandeur, c'est la Direction générale de la santé, donc le ministre. Et puis, à nouveau, le problème des conflits d'intérêts qui ont été, selon la HAS, réglés. Alors, donc, les 7 maladies concernées par ce volet 2 sont la coqueluche, la grippe saisonnière, l'hépatite A, la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle. Et l'objectif de ce document de la HAS, c'est d'évaluer la pertinence de modifier, c'est-à-dire est-ce qu'on rend ces vaccins obligatoires ou pas pour les professionnels de santé, y compris les étudiants. Hein. Bon, je ne répète pas ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Là, je répète par contre que cette obligation, si elle est décidée, elle concerne une maladie grave avec un risque élevé d'exposition pour les professionnels, d'ailleurs se faire transmettre, un risque élevé de transmission à la personne à laquelle on donne des soins et pour laquelle existe un vaccin efficace et dont la balance bénéfice-risque est largement favorable. Et ça fait beaucoup de conditions et à nouveau, c'est très discutable. Chacun de ces aspects est extrêmement discutable et ce qu'il faudrait savoir, c'est qui est l'arbitre. Si c'est les habituels experts nommés par les ministres que l'on connaît hein, et qui sont tous pro-vax, y compris, je le répète, hein, certains de nos sceptiques de la dernière heure et qui se sont étonnés des comportements de l'État pendant la Covid-19, qui étaient tous des vaccinalistes. Hein. Pour Revav, vous voyez, Revav, c'est important, c'est une mémoire. Hein, quand il s'est agi d'évaluer l'efficacité des vaccins pour savoir si on les rendait obligatoires pour les nourrissons, on n'était pas nombreux à être sceptiques. Hein, et tous nos grands professeurs
où tous les experts qui ont été cités tout à l'heure par la dame, là, qui se réjouissait des livres récents publiés par des jeunes personnes, des jeunes experts, en 2016-2017, où est-ce qu'ils étaient quand il fallait discuter les 11 vaccins obligatoires. Pourtant, les données étaient existantes et moi-même, j'ai publié 10 livres pour dire, mais non, attendez, doucement, l'obligation, est-ce que la maladie est grave? Est-ce que le vaccin est efficace? Et quels sont les effets indésirables? Bon, allez, donc je passe à la suivante, ne nous énervons pas. Donc voilà, on commence avec la coqueluche. Alors, vous voyez, la coqueluche, ça c'est extraordinaire pour un médecin de mon âge. C'est une maladie de l'enfance, c'est par définition une maladie bénigne. Alors, regardez ce que nous raconte la HAS. L'infection est grave, voire mortelle. Ah, attendez, chez les nourrissons de moins de 6 mois. Alors, vous voyez, ça, là, je ne vais pas vous faire un cours sur la coqueluche, mais en principe, dans une société idéale, un nourrisson de moins de 6 mois, il n'a jamais la coqueluche parce que la maman lui a transmis, au moins pour une année, une protection contre la coqueluche. Et alors, d'où sortent ces nourrissons qui ne sont pas protégés par leur maman? Vous voyez, peut-être que la maman a été vaccinée et puis qu'avec le temps, vous voyez, elle n'a plus les anticorps et elle ne les transmet plus. C'était peut-être pas une bonne idée de vacciner tous ces enfants parce qu'arrivé à l'âge adulte, bon, peu importe. Oui, si j'aborde rapidement ce genre de questions, c'est parce que ce n'est pas abordé évidemment par la HAS, alors que c'est évidemment ça qu'il faut discuter tout de suite. Bon, alors, vous voyez que la coqueluche, ça fait partie des vaccins. Ça fait partie. Le vaccin contre la coqueluche est inclus dans les seringues des vaccins hexavalents. Donc, si vous voulez vous vacciner contre la coqueluche, pourquoi pas? Si vous avez comme ça une idée qui vous passe par la tête, moi, je veux me vacciner contre la coqueluche, mais je ne veux pas celui contre l'hépatite B. Ben non, vous ne l'aurez pas. Vous aurez les 6. Et puis voilà. Et puis ne vous plaignez pas. Voilà. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a le oups. Bon, après, les données d'efficacité et de sécurité des vaccins contre la coqueluche, et ça c'est extraordinaire. Et je dis blablabla parce que ce qu'il raconte, je ne sais pas d'où ça sort, parce que, juste une anecdote, il ne faut pas que je perde trop de temps, juste une anecdote très rapide, le meilleur expert des vaccins contre la coqueluche au monde, eh ben, il se trouve qu'il est français et qu'il travaille à l'Institut Pasteur de Lille. Il n'arrête pas, le meilleur expert, de nous dire que les vaccins actuels contre la coqueluche, ça ne marche pas. Alors évidemment, il y a un problème avec ce grand expert, c'est que lui-même, il a breveté un nouveau vaccin. Donc, pour faire admettre son nouveau vaccin, notre grand expert de Lille, eh ben, il faut qu'il dise du mal du vaccin existant. Ceci dit, personne ne lui dit qu'il a tort quand il raconte que les vaccins existants ne sont pas efficaces. Il se ferait démolir. Non, parce qu'il a raison, simplement, ça ne marche pas. Bon, alors, vous voyez que l'effet protecteur des vaccins contre la maladie s'exerce aussi par une baisse de la contagiosité. Bon, vous voyez, on a compris avec la Covid qu'un virus respiratoire, ça se transmet par voie aérienne et on s'infecte par voie respiratoire. Par conséquent, quand on vous injecte un vaccin dans un muscle, vous fabriquez des anticorps, peut-être, c'est pas sûr, mais pour vous protéger. Mais évidemment, cette immunité qui est, on va dire, je simplifie, qui est sanguine, elle ne fonctionne pas dans votre appareil ORL et respiratoire. Ça veut dire que vous pouvez très bien ne pas avoir la maladie parce que vous êtes vacciné, peut-être, pas sûr, mais en tout cas, vous pouvez être un porteur sain. Et la coqueluche, c'est typiquement, alors c'est pas un virus, c'est une bactérie, mais c'est typiquement respiratoire. Et par conséquent, vous pouvez transporter la bactérie de la coqueluche sans être malade. La majorité des cas, c'est comme ça. Et le vaccin ne peut pas empêcher la transmission, la contagiosité de la coqueluche, contrairement à ce que dit la HAS. Bon, voilà.
Alors, vous voyez, en plus, ce qu'il nous raconte là, hein, l'effet protecteur des vaccins contre la maladie s'exerce aussi par une baisse de la contagiosité, c'est pas vrai, et contribue à diminuer la transmission de la coqueluche à l'échelle de la population, justifiant ainsi la stratégie cocooning consistant à vacciner l'entourage du nouveau-né lorsque la mère n'a pas été vaccinée pendant la grossesse. Alors, la stratégie du cocooning, c'est sympa, hein, donc on vaccine les grands-parents et c'est toute la famille qui est vaccinée pour empêcher la transmission. Bon, le cocooning a été proposé, vous voyez, c'est un terme anglais, hein, a été proposé dans les années 80-90, et puis c'est aujourd'hui complètement abandonné. Tout le monde est d'accord pour dire que ça, c'est totalement inefficace, et plus personne ne parle de cocooning. Donc, vous voyez, c'est cet expert qui a écrit ça pour la l'HAS, il doit avoir un certain âge et il y a un certain temps qu'il ne s'est pas actualisé. Je suis gentil là. Hein. Bon, allez. Alors, maintenant, les données d'impact de la mise en œuvre et ou de la suspension d'une recommandation et d'une obligation vaccinale. Alors oui, la coqueluche n'ayant pas fait l'objet d'une obligation de vaccination chez les professionnels, eh ben, on ne sait pas à quoi ça servirait. Grosso modo, c'est le message. Et donc, la conclusion de la HAS, au terme de son évaluation, compte tenu de la couverture vaccinale très élevée chez les nourrissons, bon, c'est un drôle d'argument, les recommandations de vaccination contre la coqueluche sont maintenues à l'identique pour les professionnels soignants, blablabla. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de légitimité à rendre ce vaccin obligatoire. Ben voilà, c'est un premier point pour le premier de ces 7 vaccins. Donc, pas de changement, on recommande, ça c'est gratuit, si je puis dire, mais on n'oblige pas. Pour la grippe, alors, vous voyez, l'épidémiologie de la maladie, alors je mets oups, hein, parce que voilà un expert qui nous dit qu'il y a environ 9000 décès par an de la grippe. Alors, je vous demande d'aller vite, vous procurer les vraies statistiques officielles du CEPIDIX, de l'INSERM concernant la mortalité annuelle contre la grippe, et c'est pas 9000, c'est pas vrai, c'est même pas 1000, vous voyez. En moyenne, sur une douzaine d'années, la mortalité due à la grippe saisonnière, c'est-à-dire les virus influenza, c'est autour de 500. Vous voyez. Donc là, on a vraiment affaire à une désinformation. Hein. C'est quoi ces 9000 hein. Je ne sais pas d'où ça sort. Bon, peu importe. Passons. Donc, vous voyez, en l'absence de corrélat de protection. Ah, ben c'est intéressant ça, parce que s'il n'y a pas de corrélation, c'est-à-dire une protection qui serait évaluée par la présence d'anticorps dans le sang, parce que c'est ça en fait, hein, et la nécessaire adaptation des vaccins aux souches circulantes, donc là ils sont en train de nous dire à propos du vaccin du virus influenza et des vaccins antigrippaux, en fait qu'avec un virus respiratoire, on ne sait jamais si la présence d'anticorps euh, euh, certifie que vous êtes protégé. En fait, là, il vous dit, en l'absence de corrélat de protection entre la présence d'anticorps et la protection contre la maladie réelle. Ben oui, mais toutes les maladies, c'est comme ça. On l'a vu avec la Covid. On l'a vu avec la Covid, c'était extraordinaire. Hein. Les gens étaient vaccinés, ou ils avaient déjà été infectés, ils avaient des anticorps contre le virus, et ils récidivaient. Il y a des gens qui ont fait 2, 3 fois la Covid alors qu'ils étaient vaccinés. Donc, avoir les anticorps, ça ne garantit pas la protection, mais c'est connu de longue date. C'est une banalité. Alors, tout d'un coup, ces experts le découvrent à propos de la grippe. Je suppose que l'expérience de la Covid a été un peu pénible pour ces gens-là parce que, effectivement, il n'y avait pas de protection. Voilà. En termes d'impact de la vaccination sur la circulation du virus, bon, en fait, ce qu'ils vous disent, les méta-analyses, les essais contrôlés ne retrouvent pas d'effet significatif. Bon, oui, c'est sûr. Ça fait 40 ans qu'on vaccine contre la grippe et chaque année, on a un nouveau vaccin, mais
jamais au cours des 20 dernières années, on a fait un essai clinique randomisé, comme ils disent, pour vérifier si ce nouveau vaccin est efficace ou pas. Vous savez quel est le nouveau variant qui vient en général de l'hémisphère sud, vous le connaissez grosso modo au printemps. Pendant l'été, vous fabriquez votre vaccin et en octobre, vous l'injectez. Vous n'avez absolument pas le temps de vérifier, même pas sur l'animal, si ce nouveau vaccin est efficace ou pas. Bon, alors, vous voyez, ils le disent eux-mêmes, l'effet de l'efficacité des vaccins, faible niveau de preuve. En bon latin, comme disaient mes professeurs, en bon latin, c'est pas de preuve. Hein, c'est faible niveau de preuve, il n'y a pas de preuve. Et alors, c'est extraordinaire, hein, je juste fais une aparté, hein, c'est que récemment, on a reçu dans nos boîtes aux lettres, en tout cas pour certains d'entre nous d'un certain âge, la proposition d'aller se faire vacciner en nous disant que ça allait nous sauver la vie. Et alors, la HS promeut, si je puis dire, la vaccination, notamment chez les plus de 65 ans, tout en disant qu'il n'y a pas d'efficacité. Bon, alors donc, si la grippe a fait l'objet d'une obligation vaccinale en 2006, celle-ci a été suspendue. Donc, je passe à la suivante, je vais me dépêcher. Hein, donc, la HAS préconise que la recommandation de vaccination contre la grippe saisonnière soit à ce stade maintenue à l'identique pour les professionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation. Bon, heureusement, hein, parce qu'il y a vu l'absence totalement de démonstration que ce soit utile. Bon, mais la position de la HAS sera réexaminée à la lumière de nouvelles données ou si les vaccins d'efficacité plus constante étaient mis à disposition. Efficacité plus constante, non, il n'y a jamais eu de démonstration d'efficacité de ces vaccins. Bon, j'avance plus vite pour l'hépatite A. Là, vous trouverez dans ce livre l'analyse des vaccins contre l'hépatite A. Moi, je pense qu'on n'a pas de démonstration claire que ce vaccin est efficace, mais ce qui ne veut pas dire qu'il est inefficace. Ça qui veut dire que je n'ai pas de données solides me permettant de dire si je vous vaccine, vous ne ferez pas d'hépatite A. Okay, mais pourtant, la HAS, et je ne sais pas de quoi ils sortent ce document, parce que dans ce livre qui a 6 mois à peu près, j'ai vérifié tout ce qu'on avait comme données scientifiques. Bon, ben, eux, ils disent est particulièrement efficace et proche de 100%. Bon, alors le jour où vous aurez un vaccin ou un médicament qui est efficace à 100%, vous m'appelez parce que ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Bon. Donc la HAS préconise que la recommandation de vaccination contre la hépatite A soit maintenue à l'identique, c'est-à-dire je recommande mais je n'oblige pas. Pourtant, le vaccin est efficace à 100%. Vous voyez là, contradiction extraordinaire de ces experts. Peu importe. Alors, la rougeole, la rubéole et les orions. Ça, là, on a un gros problème. Hein. Donc, alors, on est à nouveau avec des virus respiratoires. C'est contagieux. Ça se transmet par voie aérienne. J'ai rien à dire à ça. C'est du blablabla bien connu. Mais vous voyez, on est avec un virus respiratoire. Ce qui est essentiel, évidemment, c'est que notre immunité ORL et bronchopulmonaire soit efficace et qu'une injection qui va produire des anticorps circulants ne veut pas dire que vous avez une prévention de la contagiosité. Bon, peu importe. Alors là, à nouveau, vous avez une affirmation complètement gratuite. La vaccination, donc je vous renvoie au livre qui est sur la vaccination contre la rougeole est très, très efficace contre la maladie, efficacité à plus de 95%. J'aimerais bien que l'expert qui prétend ça vienne m'expliquer quelles sont les données qu'il a à sa disposition. Alors, les données d'impact de la mise en œuvre ou de la suspension d'une obligation vaccinale, la rougeole n'a jamais fait l'objet d'une obligation vaccinale en France chez les professionnels. Et là, vous voyez, ça veut dire que il se prépare à nous annoncer quelque chose d'un petit peu désagréable. Mais avant que je vous dise quelle a été leur décision, parce qu'elle est importante pour nous, les professionnels de santé, eh bien, je regarde simplement les statistiques, parce qu'ils prétendent donc que la vaccination a vaincu la rougeole et que donc si on a une vaccination, une couverture vaccinale chez les enfants de 2 ans à 95%, à ce moment-là, on n'aura plus de rougeole. C'est faux. Vous voyez, ça, c'est les statistiques américaines. Hein. Measles, United States. Measles, c'est rougeole en anglais. Vous voyez les dates. Hein. Vous
voyez, quand est-ce que la vaccination est arrivée, a commencé aux États-Unis, et vous voyez que la rougeole n'a pas attendu la vaccination pour s'éteindre, presque s'éteindre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des cas, mais les rougeoles graves ont disparu depuis longtemps. Et est-ce que c'est un phénomène? On peut dire oui, mais c'est la rougeole, peut-être c'est un cas particulier. Les États-Unis, ben, pourquoi ça a disparu si vite? C'est peut-être le hasard, peut-être je ne sais pas quoi. Ben, mais non, c'est la plupart des maladies infectieuses qui existaient au XXe siècle ont quasiment disparu au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Vous voyez, Scarlet Fever, hein, c'est la scarlatine. Et la scarlatine, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, elle a disparu au cours du XXe siècle. Alors on va dire, oui, mais la scarlatine, c'est une bactérie, c'est grâce aux antibiotiques, il n'y a pas de vaccin. Hein. Ben, non, les antibiotiques, vous voyez, ils arrivent très tardivement dans l'extinction de la scarlatine. Ce qui ne veut pas dire que nous, médecins, on ne voit pas des scarlatines de temps en temps. Hein, on en voit très peu, hein, mais on en voit de temps en temps. Et vous voyez, c'est la même chose avec la diphtérie. La diphtérie, c'est encore une bactérie. Donc, il y a d'un côté le vaccin, de l'autre côté les antibiotiques. Et vous voyez que la maladie a quasiment disparu. La mortalité, c'est grave. Hein, c'est la meilleure façon d'évaluer les formes graves d'une maladie, c'est la mortalité. Vous voyez que quand les antibiotiques arrivent autour à la fin des années 40, début des années 50, ou quand le vaccin est utilisé largement, la maladie a disparu. Bon, peu importe. Eh bien, vous voyez, euh, pour les orions, il nous raconte à nouveau, c'est une maladie contagieuse, mais bénigne. Qui dirait le contraire? Hein, les orions, c'est vraiment ah, et pour la rubéole, même chose. C'est une maladie virale contagieuse, c'est encore des virus respiratoires. Et alors, il nous raconte que l'efficacité vaccinale indirecte est estimée à 74%. Je ne suis pas d'accord. Et là, pour la rubéole, ils nous disent que c'est à 97%. Je pense qu'on a un vaccin relativement efficace contre la rubéole. Je pense, sur les données existantes, mais certainement pas du 97%. Bon, peu importe, vous voyez qu'au terme de son évaluation, compte tenu du fardeau important de la rougeole en France, rougeole, un fardeau important en France, attendez, il y a très peu de cas de rougeole en France, ce sont très généralement des formes bénignes. On accuse évidemment les non-vaccinés, surtout ceux qui se sont cachés et qui ont échappé à la vaccination, peu importe. Et la rougeole n'est absolument pas un fardeau pour le système de soins français. Il y a des fardeaux pour le système de soins français, mais c'est certainement pas la rougeole. Donc cet argument-là, qui est le premier émis par la HAS, pour préconiser qu'une obligation d'immunisation contre la rougeole soit mise en place pour les étudiants et les professeurs. Voilà, ça c'est à mon avis, la grande nouveauté des recommandations de la HAS. Je ne sais pas si ce sera suivi au niveau du ministère, mais vous voyez qu'il n'y a pas de vaccin isolé contre la rougeole. Si le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, et là, les enseignants, ils sont en contact avec des enfants. Donc, ils sont en contact avec des enfants, donc ils risquent d'attraper la rougeole et ils risquent de la transmettre. Bon, alors, c'est l'argument pour dire obligation vaccinale. Oui, ben vous aurez aussi la rubéole et les oreillons. Et c'est certainement pas encore moins des fardeaux pour le système de soins. Donc, vous vous rendez compte que là, euh, euh, je dirais que tout ce que dit la HAS à propos de la justification de cette vaccination contre la rougeole, tout est faux. Ou plutôt, puisque je suis un scientifique, je reste poli, je dis, écoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais c'est au moins sujet à débat. Et à débat par des experts indépendants, et pas ceux, les experts habituels du ministère, qui sont de toute manière toujours pour tous les vaccins. Voilà, pour la varicelle, vous voyez, la varicelle, jusqu'à présent, c'était une maladie, alors c'est une maladie complètement bénigne. Hein. Alors, on se demande pourquoi, tout d'un coup, il faudrait obliger les gens à se vacciner. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est quasiment ridicule. Hein. Les vaccins contre c'est une maladie bénigne, donc vacciner, si vous voulez, vacciner vos enfants, vous aurez les effets indésirables. Bon.
Mais là, excellente efficacité proche de 100%. Alors ça, vous allez suivre dans ce livre, j'ai analysé les vaccins contre la varicelle. Non, certainement pas. C'est au contraire d'une extrême légèreté sur le plan scientifique. Et donc, au terme de son évaluation, compte tenu blablabla, voilà, eh bien, la varicelle reste, le vaccin contre la varicelle reste euh, recommandé, mais pas obligatoire. Donc, vous avez compris, je pense, là, il me reste 10 minutes pour répondre à des questions. Vous avez compris que sur les 7 vaccins qui n'étaient pas obligatoires, désormais, il y en a un, la rougeole, qui est obligatoire, qui sera obligatoire. Je ne sais pas ce que décidera le ministère, notamment le ministère de l'Éducation nationale et aussi le ministère de l'Intérieur, parce que pourquoi pas vacciner les pompiers, les policiers, les concierges, je ne sais pas, moi, bon. Mais si on vous oblige à vous vacciner contre la rougeole, ben c'est un virus vivant, hein, c'est un mutant hein, dans la seringue du vaccin contre la rougeole. Il est vivant, c'est un mutant qui peut muter à nouveau. Et d'ailleurs, la plupart des flambées de rougeole qu'on a constatées, notamment aux États-Unis et au Canada, sont survenus dans des populations où la couverture vaccinale, notamment chez les enfants, hein, était quasiment de 95%. Donc, les flambées de rougeole auxquelles on a assisté, qui ont été publiées, décrites, analysées dans tous les détails, elles sont survenues chez des vaccinés. Et le vaccin contre la rougeole, il est à base d'un virus vivant qu'on a isolé quasiment il y a 5 ans, il y a 60 ans. Vous voyez, et aujourd'hui, les virus de la rougeole circulants, notamment en Afrique, sont différents, complètement différents de ceux de celui qui a servi à faire le vaccin. Et donc, il est euh, impératif d'avoir une science très solide avant d'obliger les gens à se faire vacciner, que ce soit des professionnels de santé ou des policiers ou des pompiers. Ou le facteur, hein, le facteur, il vient chez les gens aussi. Pourquoi il va peut-être transmettre aussi la rougeole? OK. Donc, il faudrait des données scientifiques solides que nous n'avons pas. Que nous n'avons. Voilà, si vous voulez avoir une idée, d'autres idées, une autre façon de voir, je vous recommande ce film qui est passé sur Arte, euh, euh, que vous pouvez retrouver, je ne sais pas comment, dans quelles conditions maintenant, hein, des vaccins et des hommes. Je ne partage pas tout ce qui est dit dans ce film, mais j'y ai participé avec la collaboration de Anne Georget, qui est la réalisatrice, et vous trouverez des informations, à mon avis, importantes. Et puis, je ne sais pas si on me voit, mais bon, j'ai énuméré un certain nombre de livres. J'ai entendu une dame encourager la lecture de quelques livres à propos de la vaccination anti-Covid. Je vous encourage à lire celui-ci. Hein. Alors pourquoi celui-ci? Eh bien parce qu'il est paru 3 mois en 2021, 3 mois avant la diffusion large de la vaccination anti-Covid. Et déjà, sur la base des données scientifiques qui étaient disponibles grosso modo en décembre 2020, janvier 2021, déjà, j'annonçais que ces vaccins n'avaient aucune évidence qu'ils étaient efficaces. Alors, je suis content que d'autres auteurs aient confirmé ce que je disais déjà en 2021. Et je vous encourage à retourner à l'analyse que je faisais déjà à l'époque et les événements m'ont donné raison. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ben, je n'ai pas dépassé mon temps, c'est parfait. Si des fois vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Donc j'arrête le partage, hein, c'est bien ça. Euh, J'aurais Merci. juste une question, peut-être. Oui, Oui, bonjour monsieur, je m'appelle Arnaud. En fait, je suis en train de faire des procédures judiciaires, tout ça, parce que je pense que ma sclérose en plaques a été déclenchée avec le vaccin contre l'hépatite B. Est-ce que c'est possible de vacciner un enfant ou il faut à tout prix il y a plusieurs vaccins dans le même vaccin, vous nous avez expliqué. Est-ce que c'est possible de contourner le vaccin contre l'hépatite B ou non? Comment alors, évoquer?
Il y a quelqu'un qui veut répondre à ma place ou je réponds moi? Alors, répondez, docteur. Oui, d'accord. Alors, donc, la hépatite B, euh, Oui. contourner le vaccin contre l'hépatite B pour un enfant, aujourd'hui, c'est impossible. C'est Ah ouais. impossible parce que, enfin, c'est impossible. Euh, vous n'aurez pas un policier, un gendarme qui viendront chez vous et planter la seringue Oui, dans le corps de votre enfant. Par oui, contre, si vous voulez bénéficier des avantages sociaux, hein, je ne sais pas, oui, la crèche, etc., non, vous devez montrer un carnet de vaccination d'accord. qui comporte l'hépatite B. Mais je voulais juste savoir si dans les vaccins, on vaccine un enfant contre vous avez parlé de packs de vaccins. Est-ce que Oui. c'est quand même possible de faire vacciner contre autre chose sans avoir dans le pack de vaccins utilisé, il y ait l'hépatite B? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Alors, oui, je pense qu'il y a des tétras, il y a des tétravalents. Vous Hum, aurez du mal à vous les procurer, mais on peut possiblement, avec votre médecin, trouver un tétravalent où vous ouais, aurez diphtérie, tétanos, coqueluche et polio. Peut-être. d'accord, peut-être. Vous aurez du mal à les trouver. Et il est Ouais, possible qu'il y ait aussi des pentavalents où il n'y ait pas l'hépatite B. ouais. Et Euh, peut-être à Ah, l'étranger parce que je sais pas trop le marché du vaccin, comment ça fonctionne, mais peut-être oui, qu'en on peut en allant à trouver en Suisse. l'étranger. Ah, On peut en d'accord. trouver en Merci. Suisse, Arnaud. C'est D'accord, Cathy. merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, hein. Je suis désolé de vous avoir embêté, mais merci non, de non, votre non, non, intervention. Non, non, mais c'est très C'était vraiment important, bien. Arnaud. C'est non, une non. question extrêmement importante. Et sachant quand même que Mm. je vois mal, je vois mal survenir un refus de scolariser un enfant qui n'a pas la vaccination hépatite B, en disant que Oui, quand même le papa a une sclérose en plaques suite à la vaccination hépatite B ou autre. Je ne vois pas un professionnel, quel qu'il soit, intimer l'ordre de vacciner contre l'hépatite B. oui, surtout que, excusez-moi juste un truc, surtout que vous avez parlé de la contamination, l'hépatite B, ça se transmet par le sang, par le sperme, enfin les relations sexuelles, Tout à par fait. des choses comme ça. Donc c'est vraiment pas concerné un enfant, selon moi. Voilà, merci. Michel, je te remercie beaucoup pour ta présentation. Je t'avais demandé de la faire parce que, effectivement, moi, je vois vraiment venir d'autres obligations vaccinales pour les professionnels. Et on a toujours, nous, un gros souci au niveau des élèves en bac professionnel et en particulier dans les filières sanitaires et sociales et les filières sécurité maintenant, où ils veulent absolument vacciner un maximum d'enfants. Or, ces enfants-là ne sont pas étudiants dans une structure, une école de santé, mais sont juste en bac professionnel et sont tout à fait libres d'aller travailler ailleurs que dans une structure sanitaire par la suite. Et là, Oui, on mais a vraiment des... tu as vu que ils ont étendu aux professions qui sont en contact avec des enfants. Tout à fait. Et donc, en fait, notamment les assistantes maternelles, les auxiliaires puéricultrices, etc. Des gamins. Et en fait, ce qui m'embête beaucoup dans ces nouvelles obligations, c'est que on se bat. Enfin, moi, je me suis vraiment beaucoup battue en tant qu'infirmière scolaire pour que les enfants ne soient pas vaccinés en bac professionnel parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'être reconnus comme victimes derrière, puisqu'ils doivent toujours prouver la défectuosité du produit qui leur a été injecté si c'est fait dans ce cadre-là. Même si ils veulent absolument, là j'ai encore une maman qui m'a contactée en me disant, mais mon enfant en bac pro sécurité, on lui demande d'être vacciné obligatoirement, de façon obligatoire contre l'hépatite B, contre le Covid, contre la grippe, sans aucune base scientifique, sans aucune loi, Non, il n'y puisque a pas de décret. il n'y a aucun décret qui oblige Donc, un bac professionnel. Ce qui fait que jusqu'à présent, jusqu'à présent. tout à fait. Et donc, je suis quand même assez inquiète parce que je vois une dérive vraiment importante. On l'avait vu déjà ensemble avec les vaccins sur les nourrissons. Je vois vraiment cette dérive survenir un maximum où on veut
Oui, obliger mais les gens à être vaccinés ah, contre tout et n'importe quoi. oui, puis on le voit avec le virus syncytial respiratoire, la bronchiolite, etc. Ouais, C'est ça. là, on vit une phase de délire parce qu'il n'y a pas de science. Moi, si j'avais des données fortes me disant que en injectant des anticorps monoclonaux, là, hein, dans le Beyfortus, contre la bronchiolite, on peut protéger des enfants et qu'il n'y a pas d'effet indésirable, je serais content, pourquoi pas. Mais ce n'est pas le cas. Les données scientifiques sont d'une extraordinaire faiblesse. Je ne comprends pas qu'on puisse, de même pour les papillomas au collège, oui, c'est d'une incroyable faiblesse. Et pourtant, là, des ministres, le président, bon, c'est terrible. C'est terrible. La période que nous vivons, j'ai cru qu'il y aurait une petite régression après la Covid, mais maintenant, là, c'est. Et puis alors, je raconte ça sur mon blog, hein, mais vous avez maintenant des gens qui arrivent avec des études complètement foireuses, prétendant qu'il y a des vaccins contre les cancers. Oui, c'est ça. C'est ridicule. Et il n'y a pas de réaction de la communauté scientifique qui est comme subjuguée, qui n'ose rien dire. Euh, alors c'est vrai que c'est tellement ridicule que vous avez envie de rigoler, quoi, c'est tout. Ou alors vous avez envie de vous dire, bah, si on peut peut-être donner un petit espoir à quelqu'un qui a un cancer en stade terminal, qu'un vaccin pourrait peut-être gagner quelques semaines de survie. Bon, voilà, mais la propagande qui est faite à propos de ces vaccins anti-cancer, c'est vraiment, voilà, et ce qui justifie ensuite la vaccination contre les papillomavirus dans les collèges, puisque la cible, c'est les cancers. Euh, En tout cas, Voilà, on te remercie beaucoup, hein, pour ta présentation vraiment très, très intéressante. eh Et ben, c'est c'est vrai moi qui vous remercie de votre invitation. Et Je c'est laisse vrai la que parole. euh, moi, je recommande vraiment tes livres parce que pour moi, c'est une mine d'or. Tu le sais, hein, je bosse beaucoup sur les sujets et c'est vrai que je me réfère sans arrêt à tes livres parce que ils sont vraiment très pointus avec des données scientifiques. Tu expliques et tu vulgarises bien les choses, ce qui fait que c'est à la portée de tout le monde de les lire. Et ça, je te remercie parce que c'est pas toujours facile d'arriver à comprendre ces points qui sont essentiels et pour pouvoir arriver à aider les victimes. Ça nous aide beaucoup, ton travail. Vraiment, merci beaucoup. Ok, merci Merci, beaucoup. docteur. Allez, Au bonne revoir. journée. Bye bye. Merci, bonne journée, docteur. Au revoir. Guillaume, tu veux parler? Au revoir, Michel. Merci beaucoup. Oui, Oui, tu as levé la main là. Je te vois que tu lèves la main depuis. oui, Vas-y. oui, merci beaucoup. Je voulais remercier Michel Delorgerie pour sa présentation, lui dire qu'effectivement, Michel, vous êtes encore là, donc avec l'ANAVIPS, nous travaillons aussi sur les questions on a renforcé notre alliance avec des associations nationales de santé et on reste aussi bien sûr à votre disposition en tant qu'expert individuel pour passer par un tissu associatif pour éventuellement avoir des réponses de certains professionnels de santé sur des questions de fond. Parce que bien sûr, vous faites un travail exigeant de contact avec les experts, mais si vous avez besoin, le tissu associatif peut vous aider aussi à obtenir un certain nombre de réponses quand elles sont importantes pour avoir des données scientifiques effectivement et des réponses à des positionnements scientifiques. Donc par exemple sur le 5FU et les médicaments anticancéreux, nous travaillons avec les agences et mettons en responsabilité les agences de santé officielles dans le ministère de la Santé et de la Prévention pour un certain nombre d'obligations non réglementaires non respectées pardon, pour des oncologues. Et donc, il faut vraiment qu'on continue à travailler en transversalité. Et merci beaucoup. On avait évidemment plein de questions à vous poser, mais voilà, vous participez à un processus vraiment de compréhension de ces enjeux-là et ça va nous permettre d'assurer un travail pour l'année à venir au niveau du REVA. Merci encore, hein.